La première fois que je suis venu à Corbeil, c'était en 75. J'étais à l'école de meunerie. Et un jour, on est arrivé pour prendre le cours, on a dit les professeurs sont en grève. Pourquoi on n'irait pas voir Corbeil? On va voir si on peut visiter le moulin. Bon. Et c'est vrai, quand je suis arrivé le premier jour à Corbeil, je me suis dit, waouh, c'est où? C'est comment? Je me suis dit, est-ce que j'ai la bonne adresse ou pas? Alors là, mais c'était nickel. Vous arriviez, paf. On s'est fait vite repérer, on s'est fait jeter. Ça, c'était la première approche que j'ai eue du moulin de Corbeil. C'était quelque chose de grand. Avant, il y avait presque 600 personnes qui travaillaient ici. C'était une ville dans la ville. Je suis du 93, donc automatiquement, on connaît les moulins de Pantin quand même, à côté du périph', tout le monde les a vus. Je ne connaissais pas ceux de Corbeil, donc je les ai découverts en venant ici, hein, voilà. Le moulin, il n'avait pas franchement une bonne cote parce que les gens n'aimaient pas trop, parce que moi j'avais beaucoup d'amis qui travaillaient à IBM. Quand je leur dis que je vais travailler au moulin de Corbeil, ils se moquaient un peu de moi. Il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un moulin. Quand on dit je travaille dans un moulin, généralement on nous regarde avec des gros yeux en disant qu'est-ce qu'elle raconte, c'est quoi, on fait quoi? J'étais impressionné aussi par les machines comme les planchistères. Quand je passais à côté, j'avais un petit peu la chocotte. Et puis j'étais impressionné aussi par les gros moteurs qui tournaient les transmissions dans les moulins. Donc c'était impressionnant quand même. Mais après, bon, j'étais en bonne main. Et il faut dire que l'accueil, il était bon. Et puis ensuite, quand j'ai commencé à travailler, non seulement c'était un moulin, mais en plus, il y avait un côté esthétique qui prévalait dans l'alignement. C'était quand même, il fallait que ce soit beau. Franchement, c'était beau. Et puis à côté, vous aviez des choses qui étaient vraiment surannées. Les grands moulins, nous à l'époque, on était les rois du monde. Hein. Paris, Pantin, Corbeil, c'était des moulins. Quand on rentrait là-dedans, on disait on y fait notre vie. D'ailleurs, on signait même quand on arrivait au moulin. On signait un engagement comme quoi, en cas de conflit, on était réquisitionné au moulin. De toute façon, c'était pas compliqué à l'époque. Hein. Vous alliez pas au boulot, vous mangiez pas. C'était la sortie de la guerre. Donc il fallait y aller. Voilà. Alors on a été au travail. Je me promenais pratiquement par hasard. Je me suis inscrite à la boîte d'intérim. Et ils m'ont proposé tout de suite un poste d'1 mois au laboratoire de Corbeil. Je suis venu au Fournil faire un test d'évaluation et puis en 3 jours, c'était fait, quoi. Donc c'était parti pour moi. Et là, quand je suis arrivé ici, c'était super intéressant parce que c'est la face cachée que je ne connaissais pas du tout, quoi. Et je ne me posais même pas de questions de quelle variété de blé il y avait dans la farine ou quoi que ce soit. Après, le milieu m'a plu, le contact avec les clients, il y a une proximité entre le commercial et les artisans boulangers. Il y a un vrai lien affectif. C'est un moulin qui est une très belle architecture extérieure, hein, c'est incontestable. Bon, ce n'est pas un outil industriel au sens moderne du terme. Bon, la géographie est très complexe historiquement. C'est un outil qui effectivement avait un certain vieillissement, donc on s'est posé la question de savoir comment on peut essayer de faire évoluer ce site. Il y a 20 ans, quand on voulait acheter un sandwich, on allait dans le bar et on prenait le jambon beurre. Aujourd'hui, on ne va plus acheter un sandwich dans les cafés, on va en boulangerie. Et demain, si on ne fait pas attention, on pourrait perdre ce créneau-là. Donc voilà, la boulangerie, elle est en train de se métamorphoser. Hein, aujourd'hui, il y a encore plus de 450 moulins en activité, une surcapacité chronique qui existe, hein, qui amène à une très forte compétition sur les prix, dans un secteur qui, je vous l'avoue, bouge beaucoup, a beaucoup bougé et bouge beaucoup, et est soumis à de rudes contraintes.
c'était terrible. Terrible. 3 boulangers, 4 cafés, tout était plein. Le matin, à 4h, 5h, quand on sortait de l'usine, en plus, il y avait la gare de Corbeil, qui était au bout, là, au bout du chemin, qui arrivait, qui remontait, ils n'arrêtaient pas. Corbeil-Essonnes, c'était terrible. Vous aviez 3000 ouvriers chez Crété, 700 ici. Rien que ça, déjà. Plus toutes les petites usines qui tournaient autour des Coville, machin, ils commençaient aussi à 5h le matin. Sur la place, il y avait 500 personnes, là, tous les matins, pratiquement, devant la mairie. Alors, ça allait au café, ça allait au boulanger, ça allait... Moi, j'ai vu les gars de chez Crété sortir avec des planches de croissant pour le petit déjeuner le matin. Quand on vous parlait de la Beauce et de la Brie, les 2 mamelles de la France, vous avez appris ça à l'école. Bon, bah ici, les moulins, c'était pareil, il fallait que ça tourne. C'est ça qui faisait manger les gens. Parce qu'à l'époque, hein, c'était pas des baguettes, hein, pas de pain fantaisie, c'était des pains de 4 livres. Si on fait un petit retour, le moulin, après la Deuxième Guerre mondiale, le moulin a été refait de 1950 à 1957. Toutes les machines principales étaient fabriquées sur le site de Corbeil. Les conduits en bois, les élévateurs, les vis. Vous aviez tout. Moi, j'ai connu tous les corps de métier, le vitrier, le plombier, le couvreur, j'ai connu le peintre, j'ai connu tout. Alors, électricien, ajusteur, outilleur, chaudronnier, menuisier. Tout était en bois. Bon, les machines à cylindres étaient en métal, mais les planchistères, tous les tamis étaient en bois, les élévateurs, les vis et tout ça c'était en bois, mais c'était un bois, c'était pas 4 planches avec des clous, hein. Le parquet était vitrifié, pour vous donner un ordre d'idée, et quand les mécaniciens arrivaient avec leurs brouettes, ils mettaient des sacs devant la brouette pour pas que la roue de la brouette marque le plancher. Je ne sais pas si vous voyez dans quel état on était. C'est moi et puis une équipe là au moulin qui avons tout restauré les sasseurs. On les a repeints, revernis, démontés, remontés, tout, d'un bout à l'autre, au fur et à mesure. Mais c'était des machines anciennes, tout en bois, avec des vitres de chaque côté. Vous voyez un peu ce que je veux dire, hein, c'est ça. Alors on retirait une vitre, on brossait, on nettoyait, il y avait une brosse qui passait sans arrêt sur les tamis en dessous, quoi. Non, c'était bien fait comme truc, hein. Un peu archaïque peut-être à l'époque, mais bon. Le matériel de meunerie, déjà premièrement, c'est très cher. Et ils n'achètent pas ça comme ça. Moi, j'ai vu des cylindres modifiés. Ils les ont modifiés, les cylindres. On a gardé le châssis, mais on a modifié le cylindre. Tous ceux qui étaient en 1 mètre, ils les ont gardés, ils les ont modifiés. Mais tous les 1,50 m ont sauté. Il faut être présent au moment de la mise en route. Parce que c'est une machine qui était très complexe. Donc, il faut que les électriciens, les mécanos, les chaudronneries, les menuisiers et puis les bourreliers, il faut qu'ils soient présents. Et puis on était là au garde à vous, puis on attend la mise en route. À l'époque, il y avait 5 moteurs pour démarrer le moulin. Il y avait 3 moteurs pour faire fonctionner les 6 lignes de cylindres, parce que là, c'était des grandes transmissions qui faisaient plus de 50 mètres de long. Et puis, vous aviez un moteur pour ce qu'on appelle des brosses, un petit moteur, et puis alors l'autre moteur qui faisait marcher tout l'ensemble. Et il y avait des poulies avec des renvois, des courroies et toutes ces choses-là. Ce n'était pas des courroies, c'était des cordes. Et ça entraînait toutes les machines dans les étages et tout. C'est vrai que c'était... à l'époque, il y avait déjà les moteurs individuels. Mais quand on arrivait ici, c'est vrai que c'était choquant aussi. Moi, j'ai vu ces fameux cordes-là, quand il faisait trop sec, il fallait fermer les fenêtres pour augmenter l'humidité à l'intérieur du moulin pour pas que les cordes patinent. Enfin, des choses complètement... quand je vous dis surannées, oui, parce que c'était quand même en 1980. En fait, on redémarrait les gros moteurs de transmission avec une phase de démarrage. On allait dans chaque armoire, on démarrait chaque armoire une par une. Il n'y avait pas de séquence automatique. Et après, une fois qu'on avait démarré tous les moteurs de transmission, il fallait ce qu'on appelle embrayer les cylindres. On embrayait les cylindres à la main avec une manette.
Alors, vu le nombre de cylindres, en fait, on les aidait, enfin moi particulièrement, je les aidais, mais mes collègues aussi, à envoyer des appareils à cylindres. Le moulin démarrait tous les lundis matins à 5 h. Et je peux vous dire que quand vous démarriez le moulin, vous appuyez sur les 5 moteurs, d'accord? Et puis après, pendant 2 heures, vous n'arrêtiez pas de mettre que des courroies. Que des courroies, que des courroies, que des courroies, parce que ça sautait, c'est des courroies, enfin bon. Pendant 2 heures, vous faisiez que ça. Je ne sais pas, en 2 heures, vous pouviez remettre 40, 50 courroies. Et donc le métier de bourrelier était très important, parce que le bourrelier, c'est lui qui réparait les courroies qui étaient en cuir, et c'est lui en fait qui replaçait les courroies sur les poulies pour remettre en service les appareils à cylindres. S'il y en a des courroies qui sautent, les autres cylindres continuent de tourner et après ça crée des petits soucis pour le meunier. Il y avait des fois, il y avait des montagnes, moi j'ai vu des montagnes jusqu'à 3-4 mètres de haut, parce qu'on n'arrêtait pas, puisqu'il n'y avait que 5 moteurs. Mais il n'y avait pas beaucoup de moteurs individuels à l'époque. Il n'y avait rien du tout. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'accidents avec les courroies. Il y en a une fois, il s'est décollé toute la peau de la main. Il n'y avait pas beaucoup de meuniers qui avaient tous leurs doigts, parce qu'on avait des courroies, et on remettait les courroies avec un gant, on mettait un gros gant en cuir, et on remettait les courroies en marche. On les faisait sauter sur la poulie. On les enlevait en marche aussi, on prenait un bout de ferraille, on les faisait tomber pour arrêter les machines. C'était tellement compliqué à redémarrer qu'on n'arrêtait pas, donc il fallait, même si ça tombait par terre, ça tombait par terre. C'était comme ça. Et c'était fou, c'était fou. Le moulin, il s'usait, comme tous les 30 ans, un moulin, il faut grossièrement le refaire. Les derniers investissements dataient de la transformation de 1957. Il y a eu d'autres investissements, comme les constructions des silos à farine 3 en 1980 et tout. Mais il n'y avait vraiment rien eu au niveau du moulin. Donc il y avait vraiment un besoin. Et donc là, il y a eu des investissements qui ont été faits. À l'époque, c'était la période où l'exportation française en farine était très importante, puisque c'était la première du monde. Et donc, il y a eu ce projet d'augmenter la capacité du moulin de 1200 tonnes à 1800 tonnes. Vous voyez ici, on est dans le moulin. Le moulin fait 60 mètres. Eh bien, je peux vous dire qu'il y avait des machines partout et à tous les étages. Et donc, la première des choses qu'il a fallu faire, c'est de gagner 25% de ce volume, tout en gardant toujours la capacité du moulin existant, en termes de capacité d'écrasement, dégager 25% du volume pour pouvoir monter le nouveau moulin de 600 tonnes. Et donc il y a eu une première transformation qui a été faite en fin 89. Alors vous voyez, c'était un monstre l'usine. Finalement, on produisait 7000 cathos, même pas, 6500, 7000 à l'époque. Et puis après, quand ils ont commencé la transformation, ils ont réduit tout ça, puis on est passé à 12 000. En réduisant toutes ces machines-là, on s'est aperçu que finalement, on pouvait travailler aussi bien, même mieux. La production de farine était là, maintenant, après, il fallait l'évacuer. Parce que l'exportation à Corbeil, d'abord, ça a commencé en bateau. Après, on est passé sur de l'élingage en wagon. Et donc, c'était un emplacement où on charge les gros porteurs aujourd'hui. Et ensuite, on est passé sur du rail, de l'autre côté. Et pour finir, en fluvial, avec le bâtiment qui a été construit à côté qui est sur la Seine. Donc on exportait, donc c'est là où je disais il y avait des containers qui chargeaient au ponton à farine. Moi j'ai connu le sac de 150 kg. Et puis après il y avait des 100 kg, mais 100 kg, il faut les bouger. Même quand ils vous tombent sur l'épaule, les 100 kg, ça vous démonte un bonhomme. D'abord les containers, ils n'allaient jamais au bout. Hein. La retraite, ils la voyaient, ils balayaient dans les étages à la fin. Parce qu'ils étaient morts les mecs. J'aimerais bien les rendre hommage à ces gens-là, parce que nous, on les voyait travailler, recevoir tous ces sacs sur les épaules pendant des jours et des jours et des jours. Et dans les années 91-92, c'est là où on est arrivé au maximum de la capacité du moulin, où le moulin pouvait écraser 50 000 tonnes de blé mensuellement. Et il y avait un train de 1200 tonnes de farine qui était expédié par jour. C'est un diesel qui tournait, hein. C'était une petite locomotive diesel.
Mais on n'avait pas le droit d'en mettre de trop parce que ça coupait la circulation. Il fallait en sortir 3-4 d'un coup, pas plus. De façon à ce que la trame ne soit pas trop longue. Tu vois. On sortait, on allait les monter jusqu'à la gare. Bah, c'est un rêve de gamin de conduire une locomotive. Et à partir de 97-98, là, il y a un changement. Bon, l'activité meunerie est une activité qui représentait à peu près 5 millions de tonnes de farine il y a encore une quinzaine d'années avec le grand export. Le grand export représentait à peu près 1 million de tonnes de farine annuelle, c'est descendu à aux alentours de 300 000 tonnes, un peu moins. Moi, j'ai assisté, quand je suis arrivé dans les années 2008, à l'arrêt progressif et rapide de cette activité qui représentait une grosse part du chiffre d'affaires et du volume d'activité. Et il y avait encore une partie de l'ancien matériel, le dernier tiers, qui n'avait pas été changé. Et donc, ça avait été envisagé, et puis avec cette diminution de l'exportation, il a été décidé de terminer le moulin, mais en ramenant sa capacité de 1200 à 750 tonnes. Mais c'était vraiment la conséquence de la diminution du marché exportation. Et ce qui a fait aussi que Pantin a fermé. Et là, donc, quand Pantin a fermé en 2002, où la boulangerie artisanale a été ramenée sur Corbeil, avec la construction de l'entrepôt. Quand on a construit, modernisé le moulin, ce qu'on appelle le moulin de 1200 tonnes, ça s'appelait le moulin de 1200 tonnes, on a eu une part d'automatisation. Donc là, oui, ça a été un gros changement dans le métier. L'automatisation, franchement, ça touchait partout. Il n'y a pas... C'est fini, l'électromécanique, il n'y en a nulle part. Et de l'informatique industrielle. Là, ça a été pour moi un gros changement. Donc là, il a fallu pédaler. Hein. Il a fallu s'adapter à la technologie. Faire une installation automatisée assistée par informatique, il faut comprendre leur façon de communiquer. J'étais obligé, pour comprendre cet outil-là, d'acheter un PC, le même. J'ai investi, parce que je ne pouvais pas faire autrement, j'ai investi sur un PC identique à celui qui est là. J'ai cloné le disque dur du PC en route pour m'entraîner chez moi et comprendre le fonctionnement. Et là, on a des PC qui tournent depuis 1989 et qui sont toujours là. Les automates aussi, ils sont là, ils sont toujours là. Quand on va faire un tour dans le moulin, on va essayer on va sentir, savoir s'il n'y a pas quelque chose qui chauffe, un roulement qui va chauffer ou quelque chose qui peut nous créer un incendie. Hein, ça brûle très facilement les moulins. On va aussi regarder, voir s'il n'y a pas quelque chose qui casse ou quelque chose. On va écouter. On va toucher. Le travail du meunier, c'est dans le produit. On va regarder dans les tuyaux. On va regarder le produit, comment il est, s'il est comme on veut pas. Et puis voilà, ça va nous permettre de voir s'il n'y a pas un tamis de percé dans les caisses de Planchistère. Donc on n'envoie pas le produit au bon endroit. Ça va nous permettre de voir si on a bien préparé nos blés, s'ils ne sont pas trop mouillés, pas assez mouillés. Et surtout, ce qui générait beaucoup plus de travail pour nous encore, c'est la farine qui collait dans les silos qui ne voulait pas sortir. Donc les tuyaux se bouchent, et quand ça se bouche, vous faisiez des montagnes de produits par terre. Donc ces produits, il fallait les ramasser, et on avait une chambre, ce qu'on appelle une chambre à gâchis, on les revidait, ils étaient retamisés, déjà grossièrement, pour éliminer des grosses particules, et après ça repartait dans le cycle du moulin. Quand on commençait dans un moulin, le chef meunier était venu vous voir et vous disait, chez vous, vous balayez de l'intérieur vers l'extérieur. Dans un moulin, on balaye de l'extérieur vers l'intérieur. On ne perd rien.
quand on a commencé à faire la modernisation, donc en fait on a automatisé, on a enlevé tout ce qui était gros moteur de transmission, on a mis des moteurs individuels, on a été obligé de rester sur des tensions 500 volts parce qu'en fait on ne pouvait pas changer le tension d'alimentation réseau. Nos moteurs 500 volts, on ne peut pas les avoir le jour le lendemain. Il y a un délai dessus. Et c'est pour ça qu'on est équipé d'échanges d'un stock. Un moteur 220-380, on fait ça et puis on l'a. Tandis que 500 volts, c'est autre chose. Et donc, pour ne pas avoir un arrêt long, donc on a tous nos moteurs en stock pour nous dépanner. Et puis, notre responsabilité à nous, c'est pour réduire le temps d'arrêt, le temps de panne. Il ne faut pas que ça s'arrête un moulin. Nous, on a toujours été habitués comme ça. Moi, ça me fait drôle de voir l'usine arrêtée. Un moulin, ça ne doit pas s'arrêter, ça doit tourner. Bon, il s'arrêtait quand même pour l'entretien. Il y avait quand même des arrêts d'entretien. Et donc, bon, quand on l'arrêtait, il faut qu'il s'arrêtait vide, vraiment vide, pas un grain dans les cylindres pour faciliter le démarrage. Nous, on arrêtait une fois par semaine chaque moulin, 4 à 5 heures d'arrêt à peu près par semaine, quand on avait assez de travail pour tout. Et là, on faisait de l'entretien, donc on prévoyait avec la mécanique, avec l'électricité, faire de la maintenance, changer les appareils, avec les meuniers pour changer les tamis, des entreprises extérieures pour faire des travaux de filtration, etc. Après, on a évolué la mécanique des cylindres pour les faire tourner un peu plus vite, etc. et tout. Mais le principe reste exactement pareil, on n'a rien changé. Historiquement, le blé a été broyé sur meule. Ce n'est qu'avec l'apparition du broyage sur cylindre, qui était à l'époque appelé procédé hongrois. Le procédé sur meule, c'est un procédé qui est très rapide et en une seule fois, voire en plusieurs fois. Mais vraiment, au départ, c'était vraiment, je mets le blé, je broie. Et ensuite, j'ai un produit qui est grossier. Alors que le processus sur cylindre, c'est un procédé qui est long. Dans un moulin, aujourd'hui, ce procédé, vous pouvez à peu près, vous avez entre 15 et 16 processus différents. J'ai été régleur de cylindre pendant 10 années. Je réglais toutes les moutures. Alors j'avais des heures un peu disparates. Des fois, je m'arrivais de faire 16 heures par jour. Très bruyant. D'abord, on a eu de la sécurité quelques années plus tard, beaucoup d'années plus tard même. Après, on a eu des casques, les décibels étaient énormes dans les cylindres, on ne s'entendait pas. Il fallait approcher le mec et il parlait à l'oreille pour arriver à s'entendre. C'était énorme. Le bruit qu'il y avait dans les autres étages, ça allait encore à peu près. Mais au cylindre, c'était infernal. Il y a un rouleau de cylindre, c'est les appareils qui sont là, c'est 2 rouleaux en fond qui tournent en sens inverse. Et les rouleaux de cylindre, quand ils n'ont pas de produit, ils s'écartent, ils se débrayent. Et là, il y a la distribution marchait encore, il y avait certainement un problème d'air comprimé, de quelque chose comme ça dedans. Les 2 cylindres sont restés au contact, pendant midi, certainement, longtemps, et ça a chauffé. Et quand je suis rentré de manger, le chef d'équipe est venu me chercher en me disant qu'il n'arrivait pas à le résoudre. Le seul truc que je me rappelle, j'ai ouvert la porte, c'est tout. L'explosion a dû, parce que le cylindre il s'est ouvert en 2, moi il paraît que j'ai été projeté mais, à plusieurs mètres, mais c'est la tôle qui est devant certainement qui a dû me blesser. Parce que le cylindre par lui-même, si c'était ça, un rouleau ça fait 300 kg, il y a un morceau comme ça qui est parti, ça tourne à 650 tours. Et après, ils m'ont retrouvé à 400 mètres. Et on m'a raconté que c'est M. Yagu qui me tenait assis par terre en attendant que les secours arrivent. Et ça a fait des gros problèmes à l'usine aussi, parce que du coup, il y a eu des enquêtes, ils ont eu des arrêts d'usine pendant je ne sais plus combien de semaines. C'est de là d'où sont venues toutes les sondes de température qui sont là. Maintenant, qui ont été mis. Alors, au début, ce n'était pas des sondes de température, on venait avec un thermomètre prendre la température sur les cylindres, un impérateur qui faisait ça, qui notait. Ça a été fait quelques temps après. Et si ça dépassait une certaine température, l'usine s'arrête.
Et il y a pas mal d'usines qui ont fait du changement dans leur rouleau, dans tout ça. Ça a modifié, on a mis des procédures en place après. Nous, c'était la température, aussi ce qu'on a du contrôle de rouleaux de cylindre quand ils sont à l'arrêt, voir s'ils ne sont pas fissurés, s'ils ne sont pas esquintés, etc. Pour les changer préventivement. Je suis peut-être pas le meilleur meunier, mais je suis certainement le plus connu. De ce côté-là, ça a fait le tour de toutes les usines. Ça... Quand j'ai passé une radio des poumons, parce que ça m'est arrivé d'y aller quand même un petit peu quand même pour la santé, quoi. Elle me fait voir la radio, j'ai dit qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Elle me dit regardez, vous avez les poumons, il y a des petits points noirs partout, partout, partout. Alors elle me dit mais qu'est-ce que vous faisiez comme métier? J'ai dit j'étais meunier. Et bien elle m'a dit c'est de la farine qui est calcifiée. Et les poumons, ils étaient plein de petits points comme ça, pas partout, mais il y en avait. Alors vous savez que quand j'étais à la retraite, j'ai été 10 ans avant de récupérer mon souffle. Donc j'habite à 50 km d'ici, donc au début ce que j'ai fait, parce qu'on passait énormément de temps au moulin, on était là de 7h du matin à 7h, 8h, 9h le soir. Le week-end, on venait le samedi toute la journée. On faisait 8-10 heures le samedi et 6-7 heures entre 5 et 7 heures le dimanche. Le jour férié, c'était pareil. Donc j'ai acheté un petit appartement à côté et comme me disait, ma femme disait, je suis d'astreinte ce week-end, je vais à Corbeil. Donc c'est elle qui m'a enjoigné ici pour que je sois à côté du moulin. Mais on a fait partie des gens qui avons franchement passé notre temps à l'usine. Oui, ça c'est sûr qu'on a passé plus de temps à l'usine qu'à la maison. Dans toutes les entreprises, il y avait des cellules cégétistes. Toutes les entreprises, même ici. Nous, si je vous disais qu'en 68, quand il y a eu la grève générale de partout, là, partout, on était la seule usine de Corbeil à faire 9 jours de grève. Pas plus. Tous les autres, ils ont fait 3 semaines à 1 mois. Eh bien, les ouvriers, ils ont quand même eu un cahier de revendications qu'ils ont posé au patron. Et le patron, il a étudié le cahier, il a dit, il faut reprendre le boulot. Et on a repris à 13h de l'après-midi, je me rappelle toujours. Et il a dit, si vous reprenez à 13h, je vous paye votre journée à tout le monde. Donc, on n'était pas réquisitionnés par la guerre, comme je veux dire, mais c'était un bien impératif. Donc, nous, personne n'a rien dit quand on a repris. Même les communistes du coin, tout le monde n'a rien dit. Personne n'a rien dit, parce qu'ils savaient bien que c'était utile. On a un arrêté préfectoral avec une réglementation du Code du travail. On a une réglementation environnementale et on est soumis à des contrôles de contrôle de rejet atmosphérique dans l'air. On a une fois par an, on a des mesures de bruit. Donc ça rentre dans mon cœur de métier que j'occupe actuellement. Enfin, réduire au maximum le bruit aussi bien pour l'environnement extérieur du site et aussi pour les gens qui travaillent sur les installations, quoi. Là, la mesure de bruit a été faite récemment. On est même très bien. En France, je crois qu'il y a quelque chose comme 200-250 variétés de blé référencées. D'accord ? Il faut savoir déceler des variétés qui arrivent, des nouvelles variétés, elles en arrivent tous les ans, hein, je peux vous dire. Il faut savoir regarder éventuellement quelle potentialité ce blé a par rapport à ce que vous recherchez. Il n'y a pas un blé qui est passe-partout, ça n'existe pas. Il n'y a pas vraiment de formule magique. La qualité d'une farine, ce n'est pas que le moulin. C'est tout un... Ça part de l'agriculture, du collecteur, de faire passer des messages aux agriculteurs, et puis jusqu'à le conseil que l'on peut donner au boulanger pour optimiser le travail de sa farine. Donc au niveau du moulin, le laboratoire est là pour valider les blés à réception et la farine à la sortie du moulin. Et avant de valider une farine, on compare les résultats entre le fournil et les résultats du laboratoire. Les résultats du laboratoire sont pas mis en doute. Si on dit que c'est pas bon, ils refusent le camion. Déjà, quand on reçoit du blé, il faut d'abord, on a des tas de contrats et les contrats de blé précisent que le blé, c'est un vieil adage qui dit que le blé doit être sain, loyal et marchand. Donc c'est pas récent comme...
Voilà. Mais le but, c'est quand même de savoir si le blé, il est... D'abord, on le sent, et ça, qu'on soit meunier, boulanger et tout, on a toujours le nez dans les... L'odeur, c'est pour les pesticides, présence ou pas de pesticides, de moisis. Donc l'odeur est importante. Et l'aspect du grain également, en fait, le visuel. L'odeur et le visuel du grain est important. Un blé qui a été mal conservé, par exemple, il y a une odeur. Et je peux vous dire que cette odeur-là, elle va aller jusqu'au pain, au produit final, si vous la réceptionnez. On demande aussi des blés avec un certain taux de protéines. Donc s'ils ne rentrent pas dans les normes, on refuse le camion. La présence d'insectes aussi est un critère de refus. Et le taux de mycotoxines dans le blé, qui est devenu réglementaire depuis quelques années. C'est des petits champignons en fait, qui poussent sur le blé en cours de récolte et on le retrouve aussi dans la farine au final. Donc cette mycotoxine n'est pas bon pour l'être humain, qui donne des maladies, c'est pour ça qu'il est contrôlé. Après là, donc le blé, ok, il est conforme à ce que l'on veut, donc on le réceptionne. D'accord ? Et puis après, il va falloir, en fonction de vos besoins en produit final, bien mélanger plusieurs blés, éventuellement, les nettoyer, parce qu'il y a encore un peu de paille, il y a des cailloux, il peut y avoir des souris de temps en temps, vous en trouvez. Donc il faut vraiment bien nettoyer le blé, qu'il soit propre. Puis ensuite, il y a une petite chose, c'est que vous allez quand même, pour faciliter la mouture, la séparation, je dirais, de l'écorce de l'amande. On parle de péricarpe et puis d'endosperme pour l'amande. On va devoir le mouiller parce que, si vous voulez, ce n'est pas une orange. Hein. La couche extérieure est quand même intimement liée avec le produit qui est au centre. Donc il va falloir, on met un peu d'eau. On va mettre 3-4% d'eau. C'est pas vraiment, on mouille pas vraiment à des quantités importantes. On met simplement un petit peu d'eau. Et puis on va laisser le blé se reposer. Et puis une fois que ce temps de repos est terminé, eh bien hop, on va envoyer ce blé un passage en mouture. Et donc la mouture de blé, le meunier, c'est de séparer ces deux constituants qui sont le péricarpe et l'endosperme, de bien les séparer. Alors, il y a vraiment une couche qui est entre les deux, et c'est là où il y a beaucoup de protéines et tout, mais si vous allez trop loin, vous allez dénaturer la qualité de votre farine, puis si vous n'allez pas assez loin, votre rendement et votre prix de revient va augmenter. Donc le travail du meunier, c'est toujours de travailler sur un fil, quoi. Voilà. Mais tous les blés ne se travaillent pas de la même manière. Donc c'est là où le meunier a son travail au niveau du moulin. On fait également de l'électrophorèse. Donc il n'y a plus que 3 laboratoires en France qui utilisent encore cette méthode qui permet de déterminer les variétés de blé. Donc ça c'est pareil, les fournisseurs savent qu'on le fait sur place, donc ils font attention et respectent aussi les variétés dans les camions. Ou les mélanges, quand on veut des mélanges de blé. On donne les résultats de chaque blé par exemple. On peut faire des petits mélanges, mais après la formulation se passe auprès de Monsieur Gagu. Avec, voilà, on va parler de cirage de cylindres, on va parler de destination de produits différents. Il faut savoir que dans tous les moulins, ce n'est pas particulier au moulin de Corbeil, mais la farine que vous achetez en sachet, celle que le boulanger utilise et tout, c'est une association entre 30 et 40 farines différentes qui proviennent de différents endroits du processus de mouture. Et c'est cet assemblage de farine qui vous donne la farine que l'on connaît tous. Et si vous analysez chaque farine, elles sont toutes différentes. Après, eh bien, une fois que la farine est fabriquée, eh bien, écoute, il faut l'analyser, il faut la passer en panification, et puis ensuite, on la garde un petit peu pour ce qu'on appelle lui donner un temps de plancher, parce que là, il faut que la farine repose un petit peu, et ensuite, on peut livrer à destination de nos clients. Donc là, ce sont les personnes du moulin, les conducteurs du moulin qui nous apportent les 5 kg de farine au fur et à mesure de la journée. Donc en général, c'est en fin d'équipe, fin de faction, ou quand il y a une farine urgente, dès que le sac est prêt. Et ensuite, on transmet immédiatement l'échantillon au fournil.
toutes les farines qui sont fabriquées au moulin, ça passe au laboratoire derrière moi et ça passe au fournil. Ils vont voir des choses au laboratoire, par contre, qu'on ne verra pas au fournil, par exemple. Je vais vous donner un exemple sur une farine en type 55 ou type 65. Au fournil, en panification, nous, on ne le verra pas. Ça ne nous posera aucune problématique en panification. C'est pas le même genre d'analyse, non. C'est un complément en fait. S'ils ont plus voilà, le toucher, le doigté du produit. Mais maintenant, nos clients sont tellement exigeants et ils veulent des résultats, des chiffres. Nous, c'est plus de la rhéologie. Donc c'est pas concret comme le fournil où on voit vraiment le résultat final. Mais il y a quand même un lien au niveau de l'hydratation, au niveau du développement de la pâte, au niveau de l'extensibilité. Donc, nos résultats, il y a une concordance entre nos résultats. Donc, en général, on est du même avis. À chaque moisson, eh bien, on va reformuler avec différentes variétés de blé les farines pour le côté artisan et puis les farines aussi pour le côté industriel. Le but, c'est que le boulanger, ou l'artisan du moins, ou l'industriel, il ne voit rien passer. C'est ça le but. Parce que lui, il ne va rien changer chez lui. Son procédé, sa façon de faire, il ne va rien changer du tout. Donc c'est à nous d'essayer de régulariser la farine en qualité, mais qu'elle reste de la même façon tout du long, quoi. Tout du long de la campagne et avec la campagne suivante. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit vraiment le plus régulier possible. Et ça, pour un industriel, par exemple, c'est super important, c'est la régularité. Il n'y a pas de routine, quoi. Tous les ans, on se remet en cause parce que les campagnes de blé sont différentes tous les ans. On est vraiment tributaire de la météo, en fin de compte. On a des cahiers des charges, nous aussi, pour les artisans. Hein. C'est l'hydratation, la force boulangère, les tenues à la mise au four. Tout ça, c'est super important pour un boulanger artisan. Et à côté, on a la tradition française également, qui doit prendre une hydratation très élevée. Le but d'une tradition française, c'est d'avoir une mie très élevée au lait, couleur bien crème. Donc il n'y a pas de mystère. Pour avoir une mie élevée au lait, il faut une bonne hydratation, une hydratation assez haute. On peut être amené à bloquer une farine, par exemple, si le pouvoir d'hydratation n'est pas présent. Si aux mises au four, les pâtons ou les baguettes ne tiennent pas à la mise au four, retombent. Ça, c'est impossible pour un artisan boulanger d'avoir ça chez lui. C'est pas possible. On ne peut s'appeler boulangerie que si on produit sur place. Et c'est là où la tradition, et on est revenu à des valeurs plus traditionnelles sur la baguette. Parce que pendant des années, après la guerre, c'était manger son pain blanc. Donc utilisation de farine de fève pour blanchir la pâte, la mie. Parce que les gens avaient tellement mangé de pain, bon, on voulait du pain blanc. Beaucoup volumineux, même si le poids n'était pas là, parce que bon, et on avait un sentiment de satiété et tout, et puis du pétrissage intensifié, plus de goût de pain, choses comme ça, bon, assez insipide et tout, et donc là, ça a été l'occasion de revenir à cette partie-là, et d'où la création aussi des baguettes avec les bouts pointus. On a toute revu notre gamme Baguépi, qui est passée maintenant en gamme BFR, donc la Baguépi farine responsable. Plus on pétrit une pâte, plus elle blanchit. Et plus elle blanchit, moins on aura de goût au niveau du produit fini. Donc on a travaillé là-dessus avec des variétés de blé qui nous permettent de réduire les temps de pétrissage. Ça permet de faciliter en plus le travail du boulanger. On a vraiment monté plus que d'un cran. Et on s'est aperçu en plus, et ça on n'avait pas prévu au départ, eh bien, qu'en allant dans ce sens-là, avec nos variétés de blé, en diminuant le temps de pétrissage, on a amélioré la conservation des baguettes. Et ça, c'est une bonne chose. On a lancé BFR, où la Baguépi farine responsable, où on est sur de la filière, où on a un process au niveau de l'agriculteur, de l'agriculture raisonnée, toutes ces choses-là. Donc ça, c'est une chose. Et on a lancé en parallèle ce qu'on appelle les farines de nos régions, et où on a les sacs farine du moulin de Corbeil. On a besoin, un consommateur a besoin de savoir d'où vient sa farine. Donc c'est un engagement qu'on a pris, hein, où dans tous nos moulins, les blés viennent à moins de 150 km du moulin. Et où on remet le nom du moulin en avant. Le blé filière, c'est un blé qui correspond à un itinéraire culturel bien précis.
qui correspond effectivement à des engagements également sociétaux éventuellement, hein, sur un prix minimum garanti sur plusieurs années auprès de l'agriculteur, sur des problématiques éventuellement, si on veut l'enrichir, autour du bilan carbone ou de haute valeur environnementale. Hein. On est quasiment à 100%, enfin je dis quasiment, on est à 100% en blé français. Avant les filières, vous attendiez la récolte. Et la récolte, vous regardiez quelle était la qualité. Et après, vous alliez faire votre marché. Là, dans les filières, vous devez, 1 an à l'avance, choisir quel type de blé vous voulez. Mais vous ne maîtrisez pas le temps, vous ne maîtrisez pas le climat, vous ne maîtrisez pas tout ceci. Et donc là, par contre, ça devient un peu plus compliqué, oui, tout à fait. Là, vous êtes, vous projetez sur une qualité hypothétique. Il ne faut pas oublier que le blé, c'est une matière vivante, donc on doit obtenir un produit relativement standard, la farine, parce que derrière ce sont des industriels, parfois avec des grosses cadences de travail. Hein. Donc il faut qu'on fasse ce métier d'assemblage, d'homogénéisation, de lissage, pour pouvoir obtenir le bon produit pour nos clients. Souvent, les industriels, ce qu'ils n'aiment pas sur leur ligne de production, par exemple, c'est le collant. Le collant, pour eux, c'est insupportable des pâtes. C'est des gros pétrins, c'est des pétrins continus, ça n'arrête pas. Ça va tellement vite en production que ça peut aller à la poubelle, sinon, si ça ne fonctionne pas, quoi. Pour eux, c'est vraiment des farines à la carte. Donc la farine peut être utilisée par des boulangers artisans, donc ça généralement c'est votre boulanger de quartier, par des industriels de type Harris, McDo, Jacquet, etc. Les issues qu'on revend pour l'alimentation animale. Et après il y a différentes catégories, parce que donc moi je travaille pour la boulangerie artisanale. Mais dans la boulangerie artisanale, on a le boulanger de quartier, on a aussi les entrepreneurs qui ont plusieurs fonds de commerce. Et maintenant, on a les chaînes de boulangerie que vous êtes nombreux à connaître, de type Kayser, Firmin, Marie Blachère, Côté Boulange, et qui se développent énormément depuis quelques années. On a vraiment affaire à des grosses chaînes de plus en plus. La grande surface qui se met maintenant à fabriquer de plus en plus, et qui prennent des artisans boulangers, hein, des vrais professionnels. Donc tout ce marché n'existait pas. Il y a 25 ans, on se battait contre les terminaux de cuisson seulement. Mais on avait une vraie différence. C'était terminaux de cuisson, on était sur du surgelé. Là, on se retrouve face à des concurrents qui jouent sur la promotion, qui ont le côté, qui savent faire connaître leurs produits, qui n'hésitent pas dans le marketing, qui n'hésitent pas dans la promotion, qui n'hésitent pas... Donc une concurrence qui est beaucoup plus forte. Et sur un marché du pain qui régresse, le consommateur mange aussi moins de pain. Le monde de la boulangerie artisanale est un monde qui est un petit peu en révolution depuis quelques années, avec, j'allais dire, l'apparition de nouveaux acteurs, ce qu'on appelle les chaînes de boulangerie en particulier. Et nous devons, auprès de ces clients, de pouvoir apporter, j'allais dire, un service et des produits qui leur permettent de s'exprimer. Quand un boulanger veut s'installer, en règle générale, il y a toujours le meunier qui participe au rachat du fonds de commerce. Ça donne une caution au niveau de la banque. Si le meunier suit son client, ça veut dire qu'il y croit. Et dans ces cas-là, la banque prête aussi. Donc il y a un lien là-dessus. On participe aussi dans tous les frais si le boulanger a besoin d'investir dans du matériel. C'est souvent le meunier qui, dans ces cas-là, se prête. Le boulanger artisan signe un contrat avec la marque meunière qui lui apporte tout et j'allais dire, il est soumis à un certain nombre d'obligations en retour sur la qualité des pains, sur le besoin d'appliquer un certain nombre de consignes. Et c'est là où on doit intervenir et surtout pas hésiter à mettre nos boulangers conseils, à faire intervenir si on s'aperçoit qu'il y a un déréglage parce que l'ouvrier a changé, parce que la température a changé, parce que les blés, la farine, tous les ans, il faut s'adapter aussi au blé. C'est un produit qui est vivant. Hein. Ce sont des produits pour lesquels on associe effectivement des diagrammes de fabrication, parce que c'est quand même un produit technique, hein, et pour lequel le boulanger va falloir se conformer un petit peu, certains temps de pétrissage, un premier, deuxième, des hydratations à contrôler, des temps de repos, etc. Donc une technique. Il y a au moment d'octobre, septembre-octobre, on incorpore les nouveaux blés et là automatiquement il y a un réglage. Il y a un réglage méthode. Et le boulanger à chaque fois est obligé aussi de s'adapter.
on donne un fond, peut-être, mais ce qu'on met en avant, c'est surtout l'artisan. Hein, c'est monsieur et madame X, boulanger, artisan. Nous, on a un petit logo, j'allais dire, je suis caricatural, mais un petit logo qui s'appelle Baguette Farine Responsable, c'est pour montrer simplement, au-delà des informations qu'on peut mettre, que c'est Intel Inside, c'est un super produit. Si vous voulez, c'est vraiment une promesse consommateur que met en valeur le boulanger artisan. Tout le mérite en revient au boulanger. Et ce qu'on fait hein, dans nos marques Baguette, on communique. Baguette, il n'y a pas besoin de le communiquer. Nous, on communique sur la farine, elle est filière responsable. Celui qui fait tout le travail, c'est l'artisan. Avant, les boulangers étaient très fidèles à leur meunier. C'était un partenariat, vraiment. Ils changeraient très rarement de meunier, ils n'allaient pas voir ailleurs. Et quand même, depuis pas mal d'années maintenant, on se rend compte que les boulangers n'hésitent pas à se servir chez plusieurs meuniers différents. C'est plus les offres de prix qui les attirent pour certains. D'autres, c'est la qualité. Le boulanger qui est moins fidèle, des fois, c'est celui qui a plus de difficultés à payer. Parce que justement, il fait une dette chez un meunier. Il se tourne vers un autre, donc on ne le connaît pas, on se dit on va travailler avec, puis il nous fait aussi une dette, etc. Donc on a des clients volatiles et qui ne sont pas forcément les bons clients non plus. On a une démarche qui est plus prospective, d'aller chercher des boulangers qui sont, entre guillemets, sur la même longueur d'onde et la même recherche de besoins par rapport au positionnement et leurs consommateurs pour pouvoir vendre Baguette Farine Responsable. Donc Baguette Farine Responsable, ce n'est pas entre guillemets pour tout le monde, hein. C'est parce que ça répond à une volonté commune entre le boulanger artisan et nous de développer ces filières. Et je vous avoue qu'on a quand même un certain succès, puisque depuis 3 ans, les volumes doublent tous les ans. Le métier de boulanger maintenant est beaucoup moins pénible que dans le temps, hein, s'il n'y a pas de souci particulier là-dessus, hein, ça n'a même plus rien à voir, quoi. Maintenant, le boulanger qui a vraiment le matériel qu'on appelle des chambres de fermentation, il peut travailler du jour pour le lendemain. Donc il n'a plus besoin de se lever à 2 h du matin par exemple, quoi. La pâte fermente tranquillement pendant la nuit, c'est que du bonheur. Le façonnage se faisait à la main aussi, maintenant on peut éviter ce travail également. Il y a des façonneuses qui font le travail aussi bien que nous à la main, quoi. Et par contre, plus on va rapidement, moins on aura un produit qui sera goûteux, il ne se conservera pas, il séchera très très vite. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais d'aller en boutique chez un artisan et de retrouver une baguette qui sèche très très rapidement, c'est pas la peine de chercher. C'est parce que le boulanger va trop vite, quoi, trop vite. Le choix du moulin, du nouveau moulin, c'est vraiment une rupture par rapport à ce qui se fait en France en général. Alors, construire un nouveau moulin en plein champ, c'est une option qu'on a évaluée, hein, très clairement. Dans l'investissement, ce qui est important, c'est la structure de stockage. Donc quand même, vous avez tout le blé, vous avez déjà tout le blé ici, vous avez les bureaux et tout, donc bon. L'intérêt de garder le site de Corbeil, et en particulier cette partie de l'implantation, c'est qu'aujourd'hui, Corbeil dispose d'une richesse, ce sont tous les silos blé existants, qui sont fort nombreux et qui permettent de gérer beaucoup plus facilement, hein, les ambitions qu'on a en matière de gestion de filière. Le choix du constructeur a été très important. Comment dire, il y a une nouvelle technique d'économie d'énergie qui est quand même très importante, puisque une usine comme les moulins consomme quand même beaucoup d'énergie. Là, aujourd'hui, avec cette technique de moteur individuel et récupération d'énergie, on peut faire varier les vitesses différentielles des cylindres. Et là, ça nous ouvre un champ qui est beaucoup plus important que ce qu'on pouvait avoir auparavant. Tout à fait. Et on parle aussi de blockchain pour qu'un client qui va chercher sa baguette avec un lecteur code barre, il peut savoir quel est l'agriculteur quel est l'agriculteur qui a participé à l'élaboration de la baguette qu'il vient d'acheter, c'est son boulanger, quoi. Donc une digitalisation aussi importante, donc des traitements de données en masse. La contrainte, vous voyez, c'est la tour donc, qui est répertoriée. Donc la contrainte que nous avons eue, c'est au départ, nous voulions que le moulin soit assez proche du silo à blé, pour des questions surtout de circulation de camions et tout. Et donc les architectes de Bâtiments de France nous ont demandé de l'éloigner le plus loin possible du silo à blé pour garder cette perspective des arches que l'on voit lorsqu'on est sur la route.
Donc aujourd'hui, le magasin, le nouveau moulin est proche du silo plat, beaucoup plus proche que du silo à blé. Ensuite, on a été limité en hauteur sur la partie moulin. On a été limité par rapport à ce que nous voulions au départ. Bon, voilà, après, donc on a été un petit peu contraint de ce côté-là. Quand vous aurez l'occasion d'aller visiter ce nouveau moulin, quand il fonctionnera, vous verrez qu'au niveau du 3e étage, c'est quand même une forêt de tuyaux. Hein. Donc c'est vrai que si on avait eu un petit peu plus de hauteur, ça n'aurait pas été plus mal. Mais bon, voilà, ça c'est des contraintes avec lesquelles on a dû faire face et trouver des solutions. Le silo à blé, dans son intégralité, ne change pas. Hein. Et le silo à blé, ça fait 120 ans ou 125 ans qu'il est là. Et je ne sais pas, j'ai calculé une fois, je crois qu'on a dû passer quelque chose comme 30 millions de tonnes dans ce silo-là depuis qu'il est construit. Donc presque une récolte française, quoi. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il a 125 ans. Il n'y a pas un kilo de béton armé et il continue toujours à travailler, quoi. C'est le premier silo qui a été construit, un des premiers silos où on a stocké du blé en vrac en France et il continue. C'est ça surtout qui est formidable. Je ne pense pas que les silos en pale planche métallique fassent autant de temps que ça. Surtout quand on sait que c'est une structure entièrement en métal, parce qu'elle est contemporaine de la Tour Eiffel. Et donc on construisait à l'époque comme ça, et on a mis de la pierre meulière pour boucher les trous. Mais sinon, c'est une structure entièrement métallique. Hein. C'est quand même quelque chose à l'époque, et de mémoire, apparemment, ça a été construit en 18 mois. Ce qui est intéressant dans le projet qu'on a, c'est qu'on peut faire côtoyer le XIe siècle et le XXIe siècle. Voilà. C'est-à-dire les premiers moulins sur les bords de l'Essonne, des bras de l'Essonne de l'époque, et de dire, ben voilà, on a une continuité sur 1000 ans, hein, d'une activité en la faisant passer, j'allais dire, avec toutes les évolutions et tout le savoir-faire de ce que l'homme peut faire pour matérialiser et fournir un produit qui matérialise quand même quelque chose qui est extrêmement traditionnel et culturel chez nous, je pense au pain. C'est un patrimoine parce que c'est des bâtiments qui sont anciens, qui représentent quelque chose, qu'il faut qu'ils perdurent, comme la transformation qui a été faite au Moulin de Pantin. C'est extraordinaire d'avoir conservé ces bâtiments, les transformer. Je suis arrivé en France en 1974, je suis arrivé à Corbeil, Moulin de Corbeil en 1984, donc j'avais quand même 10 ans de métier avant, où j'ai pas de souvenirs dans cette partie-là. Mais par contre, les moulins de Corbeil, ça m'a marqué et ça m'a créé beaucoup de petites archives à moi. J'ai été 42 ans au moulin, j'ai pratiquement pas tiré une photo. Je sais que le moulin appartenait au moulin du roi, qu'on l'appelait dans le temps. Le moulin du roi, c'est ça, hein? Bon. J'avais pas de métier. Je me suis dit, pourquoi pas la bonnerie? Donc je me suis lancé là-dedans à corps et âme. Et puis je peux vous dire que j'ai rien regretté du tout. Qu'est-ce que je suis fier avec Philippe et mes collègues d'avoir monté la production à 1800 tonnes, parce que c'est dans toute cette histoire depuis 1200, donc ça fait quand même, il n'y a que nous qu'on est arrivé au sommet. Et c'est important quand même. Le lieu, c'est surtout en fait l'évolution du travail, en fait, se dire qu'avant il y avait le train qui passait dans l'usine, que les gens imprimer eux-mêmes les sacs. C'était pas, les sacs ne venaient pas de l'imprimerie directement, non, il y avait vraiment l'imprimerie, il y avait vraiment les gens qui cousaient les sacs. C'était vraiment très manuel, hein, et très peuplé également. On ne reste pas dans ce métier-là aussi longtemps s'il n'y avait pas autre chose que le côté professionnel. Il y a un lien affectif. Je retrouve encore des clients que j'ai pu connaître quand j'étais commercial. Donc bon, 25 ans après, on les a encore. À l'apéritif de mon mariage, j'avais des clients. Il y a un lien pareil, et j'ai été à des mariages de clients. Ça fait partie, on est partie prenante de la vie du boulanger. Il faut savoir que les 3/4 des gens pensent que le moulin ne tourne plus et que c'est des bâtiments abandonnés. Et quand on dit qu'on travaille au Moulin de Corbeil, ah, ça fonctionne encore. Bah oui, ça tourne et
Ça ne s'est jamais arrêté. J'ai deux autres frères qui sont dans la boulangerie-pâtisserie. À savoir aussi que j'ai 5 neveux et nièces qui sont dans la boulangerie-pâtisserie également. Et depuis 1 an, j'ai même mon fils qui est dans la partie aussi. Je pense qu'il y a quand même un virus. Mais celui-là, c'est un très bon virus, je pense. Parce qu'on parle de la meunerie, mais l'école de meunerie vous forme à la boulangerie industrielle, vous forme à l'aliment du bétail. Donc c'est toute une filière. Vous pouvez être responsable dans un silo de collecte, etc. C'est une filière où il y a des débouchés. Et aujourd'hui, le métier se perd. Il faudrait le dire aux jeunes, il faudrait leur faire connaître un petit peu, je pense aussi. Bon, il y a moins de moulins qu'il y en avait avant aussi, aujourd'hui, mais il y a quand même toujours des débouchés. Moi, je suis dans le métier. Et... J'espère qu'à un moment, il y aura une relève. Et l'idée, c'est de former, une personne, quoi. Et ça, il y a quelques années, ça a manqué, ça. Parce qu'en fait, les gens partaient, et puis on s'apercevait que 6 mois après, on cherchait quelqu'un à embaucher. Ça reste quand même un produit noble, la baguette tradition française par exemple, ou la baguette classique parisienne, c'est du produit, c'est noble quand même. C'est vraiment le côté français, quoi. On est dedans, quoi. J'y crois pas à la fin de la boulangerie artisanale, pas du tout. Elle va, oui, elle change, elle évolue, mais derrière ça continue parce qu'il y aura toujours des amateurs de pain, le pain restera. Voilà, je voudrais dire un mot aussi sur mon chef hiérarchique, hein, qui est monsieur Philippe Gagu. Ben, c'est simple, hein, c'est notre maître Yoda à nous. Hein, en plus, on a de la chance, il n'est pas fictif, donc c'est top. Non, Philippe, c'est quelqu'un de... il a une vision, c'est simple, il a une vision sur tout. Donc comme on disait, nous, entre nous, ils ont posé Gagu ici, ils ont construit le moulin autour. Il est derrière, je ne sais pas si longtemps. Mais... Je ne pensais pas trop à la retraite, et puis j'ai un collègue qui est parti, puis voilà, et puis il m'a dit, écoute, regarde bien, chemin faisant, voilà, ça fait 3 ans bientôt que je me dis, bon ben voilà, il faut que je me prépare, il faut que je trouve d'autres activités, parce que c'est vrai qu'à part l'activité de boulot, pas grand-chose d'autre. Alors déjà, j'ai rempilé pour le projet NMC, parce que je pouvais déjà partir avant. Donc je vais presque rempiler 3 ans, mais bon, ça ne me dérange pas, voilà. Et puis c'est surtout pour, voilà, pour aider, surtout un moulin comme ça, quoi. Enfin, je veux dire, c'est quand même un gros bazar, hein. Faut aider les gens, puis comme ça, au moins, on part, on se dit, bon, bah, on part, ok, et comme ça, on n'a pas laissé des cadavres dans les placards. Voilà, après, on tournera la page. On va peut-être aller redémarrer. Ouais. Bah, écoutez, merci à vous.